Cette frontière invisible divise le monde en deux régions distinctes et, pour des raisons inconnues, la majorité des animaux, poissons et oiseaux ne parvient pas à la franchir. Appelée la ligne Wallace, elle trace une séparation entre l'Australie et l'Asie. Cette appellation lui vient d'Alfred Russel Wallace, un explorateur et scientifique britannique qui l'a identifié en 1859. Il s'était rendu en Asie afin d'étudier l'archipel malais, également connu sous le nom d'Insulinde. Lors de ses explorations à travers les jungles, les collines et en naviguant, Wallace remarqua une sorte de barrière invisible. À l'ouest, dans des régions telles que Bornéo et Sumatra, il observait des espèces animales typiquement asiatiques, de grands rhinocéros broutant des feuillages et des singes se balançant habilement d'arbre en arbre. Ces forêts luxuriantes regorgèrent d'animaux que l'on associe volontiers à la jungle. Toutefois, lorsqu'il franchissait cette ligne imaginaire et atteignait Célèbes ou Lombok, il rencontrait plutôt des animaux ressemblant à ceux d'Australie, ainsi que des oiseaux exotiques tels que les kakatoès. Le comportement des animaux varie de part et d'autre de la ligne Wallace. Certaines espèces excellent dans la traversée d'obstacles naturels, comme les étendues d'eau, alors que d'autres y sont moins aptes. Par exemple, les chauves-souris, capables de voler au-dessus de l'eau, franchissent parfois cette ligne. À l'inverse, les grands animaux terrestres, tels que les éléphants, restent généralement confinés à un seul côté. Certains oiseaux, plus craintifs, préfèrent se cacher dans des buissons denses et des arbres pour échapper aux prédateurs, évitant ainsi de s'aventurer au-dessus de grandes étendues d'eau dépourvues d'abri. Les plantes ne suivent pas la ligne Wallace aussi strictement que les animaux, car elles se dispersent selon des mécanismes spécifiques, tels que des graines transportées par le vent, l'eau ou des animaux. Le genre Eucalyptus, par exemple, reste majoritairement du côté australien. Cependant, l'eucalyptus arc-en-ciel a réussi à s'implanter aux Philippines, du côté asiatique. Sous les eaux, la ligne Wallace est de moindre importance. La région située entre cette ligne et l'Australie, surnommée le triangle de corail, est une véritable explosion de vie marine. Désormais, après plus de 150 ans, les scientifiques pensent avoir enfin élucidé le mystère de la ligne Wallace. Ils estiment que tout remonte à environ 35 millions d'années, lorsque l'Australie s'est séparée de l'Antarctique et a progressivement dérivé pour entrer en collision avec l'Asie. Ce choc aurait engendré la formation d'une chaîne d'îles qui n'est autre que l'archipel malais, situé entre les deux continents. Ces bouleversements ont entraîné d'importantes modifications climatiques qui ont profondément influencé les espèces animales vivant dans la région. Les chercheurs ont utilisé un modèle informatique pour simuler les comportements de plus de 20 000 espèces des deux côtés de la ligne, il y a plusieurs millions d'années. Lorsque l'Australie s'est éloignée de l'Antarctique, une vaste étendue d'océan profond s'est ouverte autour de ce continent, donnant naissance au plus grand courant océanique au monde, le courant circumpolaire antarctique. Ce courant tourbillonnant a refroidi le climat mondial, modifiant complètement les conditions de vie des différentes espèces animales. Toutefois, ces effets n'ont pas été universels. L'Indonésie, demeurant chaude et humide, constituait un environnement idéal pour les espèces asiatiques qui pouvaient migrer d'île en île vers l'Australie. En revanche, les espèces australiennes, adaptées depuis des millions d'années à des habitats plus secs et plus frais, ont eu plus de mal à s'adapter aux conditions tropicales. Les scientifiques pensent que comprendre l'adaptation des espèces à ces grands changements climatiques il y a plusieurs millions d'années pourrait nous aider à prédire comment les espèces actuelles réagiront à des situations similaires. D'autres scientifiques ont également cherché à décrire et expliquer la frontière naturelle invisible entre l'Asie et l'Australie après les travaux de Wallace, en traçant leur propre ligne. La ligne de Sclater en 1894, la ligne de Lydekker en 1896, limite zoologique de Pellsener, aussi appelée ligne de Weber dès 1904, et la limite zoologique de Mayr en 1944. La ligne de Weber, par exemple, diffère légèrement de la ligne Wallace, séparant les régions faunistiques orientales et australiennes au sein de la Wallacea. Ce groupe d'îles, principalement indonésiennes, est isolé des plateaux continentaux asiatiques et australiens par des détroits profonds. Comme elles n'ont jamais été reliées au continent par voie terrestre, seuls les animaux capables de nager, voler ou flotter ont pu y parvenir,
expliquant ainsi la diversité unique de leur faune, d'origine à la fois asiatique et australienne. La ligne de Weber marque le point de bascule. D'un côté, la majorité des animaux viennent d'Asie, de l'autre, ils sont majoritairement australiens. Un autre événement migratoire majeur dans l'histoire de la Terre s'est déroulé sur le continent américain. Il y a environ 30 millions d'années, l'Amérique du Sud est devenue une masse continentale isolée lorsque les plaques tectoniques l'ont éloignée de l'Antarctique et de l'Afrique. À partir de ce moment, la faune locale a évolué de manière unique, donnant naissance à des espèces que l'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Certains de ces animaux existent encore aujourd'hui, comme les opossums, les capybaras et les chinchillas, les tatous, les fourmiliers et autres paresseux. D'autres espèces ont disparu, comme les paresseux terrestres géants, plus grands que des voitures, ou encore les glyptodons. Semblables à des tatous géants aux carapaces osseuses extrêmement robustes. On comptait aussi d'immenses oiseaux incapables de voler, mais aptes à pourchasser leurs proies. Au nord du continent américain, les animaux avaient encore accès au reste du globe via le détroit de Bering. La région était donc peuplée d'une grande variété d'animaux, parmi lesquels cerfs, bisons, chevaux, chameaux, mammouths et mastodontes, qui cohabitaient avec des prédateurs comme les grands félins, les loups et les ours. Il y a environ 3 millions d'années, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud se sont reliées par une bande de terre connue sous le nom d'Isthme de Panama, résultat de nouveaux déplacements tectoniques. Une intense activité volcanique, survenue il y a 25 millions d'années, a également contribué à sa formation. Ce lien terrestre a permis aux animaux de migrer entre les deux continents, un processus qui est entré dans l'histoire sous le nom de « Grand échange faunique interaméricain ». Durant l'ère glaciaire, d'immenses glaciers ont périodiquement atteint leur maximum avant de se retirer, ce qui a entraîné une baisse du niveau des mers et la transformation probable des forêts en vastes plaines herbeuses, favorisant ainsi la traversée des animaux. Les paresseux terrestres géants figuraient parmi ceux qui ont migré vers le nord jusqu'en Alaska. Une espèce particulière, le paresseux terrestre de Jefferson, errait même dans les toundras glaciales et cohabitait avec les mammouths laineux et les caribous. De nombreux prédateurs nord-américains se sont aventurés vers le sud. Parmi eux figuraient des félins comme les cougars, les jaguars et les smilodons aux longues canines. Les loups, renards, loutres, ratons laveurs et autres ours ont également pris part à cette migration. L'ours à face courte, ou Arctotherium, par exemple, pouvait atteindre 4 mètres de hauteur et peser autant qu'une petite voiture. En Amérique du Sud, les ongulés originaires de cette partie du continent avaient évolué en une multitude de formes singulières durant leur isolement. Des créatures imposantes d'origine nord-américaine, comme les gomphothères, apparentés aux éléphants mais dotés de défenses inhabituelles, ont migré vers le sud, figurant ainsi parmi les plus grandes espèces locales. Les ancêtres des lamas actuels ont élu domicile dans les Andes, tandis que les cerfs, tapirs et pécaris prospéraient dans les forêts. La circulation des animaux entre les deux continents a duré des millénaires, mais la fin de l'ère glaciaire a entraîné l'extinction de nombreux grands animaux, comme les paresseux géants, incapables de s'adapter à ces nouvelles conditions. Les espèces nord-américaines se sont mieux acclimatées à ces changements. Aujourd'hui, on trouve encore des tatous, des porcs épics et des opossums sud-américains en Amérique du Nord, mais des animaux emblématiques d'Amérique du Sud, tels que les jaguars, lamas et ours à lunettes, ont disparu du Nord. Les scientifiques pensent que l'isolement prolongé des espèces sud-américaines les a rendus plus vulnérables aux bouleversements de leur environnement.